Madame, Messieurs, toute personne a droit d'être protégée par son pays au travers une loi. En l'occurrence, les personnes de troisième âge qui ont besoin d'une attention particulière. C'est dans ce cadre que nous avons invité sur ce plateau de Demopassa qui vient d'initier une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale à qui nous disons bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Donc, hormis, vous êtes député de FIDEC? Oui, je suis député national élu d'Idiofa. Mon parti politique, c'est FIDEC, Front des indépendants de la démocratie chrétienne. Et j'ai concouru aux élections dans le regroupement ADRP, qui est l'un des regroupements de FCC. Donc vous avez initié une proposition de loi auquel vous avez soumis au niveau de l'Assemblée nationale. Nous voulons un peu que vous puissiez nous parler brièvement de quoi est-ce qu'il est, quels sont les contenus de cette loi, brièvement, pour que la population qui nous suit au travers de cette émission puisse un peu comprendre votre démarche au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, à l'étape où nous sommes, effectivement, dans le rôle du député, c'est d'initier ces lois, c'est de contrôler l'exercice de la gouvernance de l'exécutif et aussi de voter les budgets. Alors vous avez suivi cette session, c'était une session budgétaire, mais jour pour jour, j'étais en train d'analyser par où travailler. Mais j'avais toujours un grand souci qui me revenait à l'esprit. On a institué l'INSS, CNSS, qui s'occupe du travailleur après son moment de travail, à un âge bien déterminé, bien sûr. Là, la loi organise le travail sous ce format-là. Et il y a une autre caisse pour les agents qui travaillent au niveau de l'administration publique. Mais dans tout ça, je ne sais pas si vous n'avez jamais constaté comme moi. Ici, attention, personne de troisième âge, ce n'est pas seulement des vieillards, non. Moi, j'ai limité à 60 ans. Les gens qui ont travaillé pour cette nation, pour faire ce que nous sommes aujourd'hui, et c'est de là où nous allons aussi nous-mêmes, la loi avait prévu qu'on puisse militer pour une loi organique qui organise, qui protège et qui fait la promotion des droits de personnes de troisième âge. Et jusque-là, depuis 2006, rien n'a été fait. C'est dans l'article 49 de notre Constitution. Coup de chapeau à Madame Bazaïba, qui a initié, parce que dans le 49, il y a deux volets. Il y a un volet pour les handicapés, donc personnes vivant avec handicap, et de personnes de troisième âge. Nous venons pour des personnes de troisième âge. Et initier cette loi qui va permettre que les facteurs sociaux qui tournent autour d'eux, de leur vie, soient pris en compte sur le plan légal. Genre, quand vous arrivez pour prendre le transport, vous réalisez qu'il y a quelqu'un de troisième âge, vous le laissez, qui passe en priorité. Donc comme ça se passe aussi en Angola? Comme ça se passe un peu partout où la loi protège cela. Ne pas le faire, on peut vous arrêter. Donc aujourd'hui, donc vous voulez à ce que le personne de troisième âge puisse avoir une attention particulière et de la part de tout le monde? L'attention particulière sociologique, vous le faites déjà, nous le faisons. Selon morale, nous le faisons sur le plan de l'éducation de tout un chacun. Mais maintenant, c'est la loi qui indique comment vous comportez vis-à-vis de ces personnes. Quels bénéfices qu'ils doivent tirer. Et les gens qui condamnent ton père qui t'a donné la vie ou ta mère, tes parents, après une période de vie, vous estimez que c'est eux les sorciers des malheurs qui vous arrivent. Ça doit cesser ces histoires. Mais d'aucuns se pose quand même la question, qu'est-ce que vous poursuivez Je poursuis la dignité. Je poursuis la dignité et je ramène le droit de l'homme comme homme
à ce troisième âge qu'on cesse cette discrimination. Parce que vous ne savez pas comment ils souffrent. Personne n'interroge. Vous-même, dans votre télévision, quels sont les programmes que vous mettez? Est-ce que vous avez le programme des personnes de troisième âge? Quand ils sont devant la télé, ils regardent quoi? Vous avez les programmes pour les enfants. Il y a beaucoup de lois qui protègent l'enfance. Il y a beaucoup de lois d'ailleurs qui militent pour la femme aujourd'hui. Mais des personnes handicapées, même dans des arrêts ailleurs, vous allez trouver qu'il y a des parkings pour handicapés. Et personne, dont moi je peux dire comme ça, ne peuvent pas y accéder. Mais aujourd'hui, ils sont là sans droit, sans protection. Mais est-ce que vous avez essayé un peu de vérifier dans les différentes lois déposées au niveau de l'Assemblée nationale? Il n'y a pas une loi pareille concernant les personnes du troisième âge? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Jusque-là, jusque-là, il n'y a pas. Même pour les personnes handicapées, il n'y a pas. C'est-à-dire les énoncés de l'article 49 qui exigent qu'il y ait une loi. Mais il n'y a rien qui est fait par rapport à cela. Et aujourd'hui, quels sont les avantages liés à cette loi? Oui, mais on peut aller jusqu'à la fiscalité. Vous vous êtes battu, vous avez travaillé, vous construisez une maison. L'impôt foncier, pour vous, ça doit continuer jusqu'à votre mort. Non. À ce troisième âge, on peut réduire ou on peut vous exempter de cet impôt. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de Mopassa, en émission cette loi, vous êtes victime vous-même de quelque chose? C'est pourquoi? Non, non, non. Oui, je suis victime parce que aujourd'hui, madame, à mon âge, je vois où je vais maintenant. J'entame le troisième âge bientôt. Je ne suis pas le seul. Même au Parlement, on a des gens de troisième âge. Même autour de toi, là, il y a des gens de troisième âge. Je vois comment ils souffrent de leurs droits. Voilà. Donc, c'est sous ces formats-là. Et puis, beaucoup de gens ont des initiatives d'encadrer, de promouvoir ces personnes, mais ils n'ont pas les cadres légaux. Et c'est ces cadres-là légaux qui, en collaboration bien sûr avec ceux qui ont la gestion au quotidien de cette catégorie de personnes, par la manipulation de lois à leur portée, je vais dire à l'exécutif, le ministère des Affaires sociales, hein, ils vont prendre le règlement, ils vont réglementer cette loi pour que ça soit potable à chacun de nous. Nous, c'est une loi d'une manière générale, mais ils vont prendre des mesures qui vont réglementer cette loi. Mais à ce stade, on ne fait pas trop de commentaires parce qu'on veut bien que vous puissiez l'enrichir. Et pour l'instant, la procédure, c'est que j'ai déposé le bureau d'études, qui sont des administratifs, des chevronnés au niveau du Parlement. Ils vont l'examiner et ils vont faire des remarques, des observations. Mais je pense qu'eux-mêmes, ils sont vers la porte du troisième âge, ils vont en tenir compte et peut-être ils vont enrichir dans le sens de donner des éléments peut-être sur lesquels je n'ai pas touché, mais le débat est ouvert. La loi, c'est pour la République, c'est pour tout Congolais qui est là. Donc il faut qu'on continue ces débats pour l'enrichir et qu'on ait une loi potable, que tout le monde se retrouve. De Mopassa, je rappelle ici que vous êtes député national. Vous venez d'initier une proposition de loi, mais nous nous posons la question, est-ce que cette loi peut passer aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que ce n'est pas une première, on a vu plusieurs lois déposées au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui sont restées sans réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sera le cas? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, parce qu'avant de déposer, je fais des recherches. Tous les pays organisent ce genre de catégories de personnes. Je fais du droit comparé. En France, d'ailleurs, au niveau du Parlement, il y a même des structures d'appui qui viennent accompagner l'exercice des personnes de troisième âge. Mais aujourd'hui, dans notre pays, ça existe également? Non. C'est comme ça que je dis, c'est par rapport à notre constitution, ça n'existe pas encore. Et la constitution a abrogé toutes les lois antérieures. Vous voyez? Donc, on ne peut pas se référer aujourd'hui à d'autres lois parce que la constitution dit donner un cadre organique à cette catégorie de personnes pour protéger et promouvoir leurs droits. Et c'est ça que nous avons fait.
Donc, au niveau du bureau, je pense qu'ils vont enrichir. Et je tiens, je touche au bois, je pense qu'ils vont voir des choses comme nous. Sinon, alors, les ONG qui s'en occupent, et même eux-mêmes, des personnes de troisième âge, qui ont encore de la faculté, peuvent toujours se joindre à nous, pourquoi pas, pour que cette loi puisse passer. Autrefois, nous avons organisé d'ailleurs toute une émission concernant le budget. Le chef de l'État, lors de son discours devant la nation, a parlé de ce budget de 10 milliards. Aujourd'hui, le budget est passé de 10 milliards, dont d'aucuns qualifient d'un budget maigre et insignifiant par rapport à la grandeur de la République. Nous voulons un peu avoir votre réaction, vous qui êtes député national, par rapport à cette préoccupation de la population ainsi que d'autres partenaires de la RDC. Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Mais c'est comme on dit toujours, le budget, c'est aussi la capacité de trouver de l'argent dans ce qui est prévu par la loi. Donc, d'abord, la loi vous indique où vous trouvez l'argent, comment vous pouvez le trouver, et ensuite, comment vous dépensez. Vous allez dépenser. Sur demande, bien sûr, parce que le budget vient du gouvernement. C'est le gouvernement, par la politique générale qui a été votée, la politique gouvernementale présentée par le Premier ministre, après qu'on ait validé cette politique, acceptée, maintenant il faut le chiffrer. Il faut voir comment la mise en place de cette politique. Vous pouvez dire on va construire des écoles, sur le plan d'éducation, des hôpitaux, des routes, et ainsi de suite. Mais comment vous allez le faire? Où vous allez tirer les moyens? Alors, la loi de finances, on appelle ça comme ça aussi les budgets, c'est aussi cette capacité de rubrique de mobiliser des recettes. Par où vous allez faire des trucs. Mais ici, nous sommes encore à un niveau, on est resté sur les 3 régies qui perçoivent l'argent. Donc la DGRAD, le DGI et la DGDA. Et plus d'autres taxes connexes qu'on peut énumérer qui viennent dans des appuis de partenaires. Maintenant, sur le plan des impôts, on doit suivre les standards internationaux sur lesquels l'imposition peut se faire. Mais déjà, notre capacité locale ici à donner ne tourne qu'autour de mine. Parce que ce sont ceux-là qui déclarent leurs bénéfices. À l'époque, avec la GECAMIN, avec la SNCC, avec la MIBA ou ONATRA, c'était les produits de l'État, l'État commerçant, l'État pourvoyeur. Ils vendaient, ils exploitaient du cuivre, ils le vendaient. Tout lui revenait. Vous voyez? Et le bénéfice, ils partageaient avec personne. C'était le bénéfice de l'État congolais. Mais aujourd'hui, depuis qu'on a privatisé, l'exploitation minière bénéficie en premier lieu aux premiers exploitants à qui on a donné des carrés miniers. Sauf le bénéfice réalisé, ce sont ces bénéfices-là qui doivent reverser en termes d'impôts sur le bénéfice. Mais depuis 10 ans, à peu près 10 ou 12 ans, tous ces miniers évoluaient parce qu'on les a donné des avantages pour leur permettre de venir dans des conditions difficiles, ça on doit le dire. Les charges de l'État d'arranger des routes, de disponibiliser l'électricité, de mettre des conditions pour qu'un investisseur se sente à l'aise et exploiter à un court terme pour donner des dividendes, n'y était pas. Ils viennent dans des situations difficiles, alors maintenant il faut concéder. Alors, certaines choses, certaines charges, et c'est comme ça qu'on leur a donné quelques exonérations ou quelques exemptions. Mais maintenant, parmi ces exemptions, c'est de permettre d'abord de réduire les coûts de leur production. Par exemple, il met 1 milliard de dollars dessus l'investissement, il doit d'abord amortir avant de déclarer les bénéfices. Alors, en cherchant à amortir, c'est seulement il y a 2-3 ans que beaucoup de ces gens-là peuvent maintenant déclarer des bénéfices réels. Et ça doit coïncider aussi avec le taux du cours de matières premières sur le marché international. Donc, dans cette moyenne-là, nous nous disons, s'ils sont de bons opérateurs, en tout cas, là où ils ont payé
$10, ils pourront payer maintenant 30 ou 40 $. Et à ces termes, c'est qu'il y aura une hausse réelle des avoirs, du trésor, sous forme d'impôts vis-à-vis de ces gens. Il y a l'opportunité, avec notre code minier aujourd'hui, que la RDC puisse se retrouver. Là, il y a un petit problème. Le code minier est là. C'est un code minier fantastique pour les Congolais, mais qui ne pique pas encore en international. Qui ne pique pas encore, qui n'attire pas encore des capitaux. Il faut discuter avec des capitaux. Le monde qui libère des capitaux en international. Mais vous ne voyez pas que la RDC a beaucoup perdu, malgré tout ce que vous venez d'évoquer là, le problème de route, le problème d'électricité. Mais quand nous regardons la manière dont on exploite nos matières premières, on voit que réellement, ils ont Madame, des bénéfices. j'ai ma fille, je l'ai fait étudier aux États-Unis, il a fait toutes les universités du monde. Il vient, un monsieur là vient l'épouser. J'ai dit non, j'ai beaucoup investi. Ok? Celui qui doit venir l'épouser doit être de la famille de Bill Gates. Comme ça, au moins, gagnant, gagnant. Mais personne ne passe par ici. Et je garde ma fille au village chez moi à Bière, dans Idiofa, donc à côté de Mateko. Je ne sais pas quel jour l'enfant de Bill Gates passera par là. Parce que la route pour atteindre là où je te cite le nom de la Bière, c'est difficile. Même toi là, tu vas fuir, tu vas rentrer. Ou tu arrives, mais tu tombes malade. Tu sais ce qui va arriver? Mais ma fille ne sera jamais épousée. Donc, il faut concéder certaines choses. Voilà, il faut concéder un certain nombre de choses. Pour rendre ta fille heureuse, de faire aussi sa progéniture, il faut équilibrer. Et c'est ça le premier code minier. Et ça donnait des fruits, mais que la plupart des gestionnaires ont détourné. Ça, on doit les dire. Quand on dit le code minier première version, c'est ça qui a boosté la croissance de la RDC. C'est parti de là. Parce que les gens ignorent. 20 ans avant, la Gécamine ne produisait plus. On a vendu des stocks, on a vendu même des mitrailles. Et l'économie était basée sur quoi? Quand on avait, avant que Moussit on arrive. Quand on était à 300 millions ou 400 millions, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. On comptait sur quoi? C'est comme ça qu'ensemble avec la Banque mondiale, dans le plan qu'ils avaient mis en place, et ils avaient conseillé de libéraliser le domaine de mine parce que le besoin international, il était. Et c'était un domaine qui pouvait donner des recettes. Mais les recettes de mine ne viennent pas automatiquement, ce n'est pas de beignet. Ça vient progressivement. Donc aujourd'hui, pour que nous puissions arriver à atteindre ces budgets de 10 milliards, nous devons essayer un peu de revoir nos différentes stratégies en termes de mobilisation de recettes. Exact, et surtout autour de l'exploitation minière. Parce que je me rends compte que c'est depuis une année, je ne vois pas les gens défiler. Peut-être c'est moi qui ne vois pas. Vous, des journalistes, peut-être vous voyez. Mais je sais l'engouement que ce n'est pas à voir les gens parce que les besoins du monde est braqué sur la RDC. Et aujourd'hui, s'il faudra revoir ce code minier, à quel taux, par exemple, ou à quel niveau? Non, le problème n'est pas que dans les taux. Il faut les écouter. Il faut écouter le monde des capitaux à l'international et exiger un certain nombre de choses pour l'exploitation, surtout l'après-mine. Surtout l'après-mine. Parce qu'il y a un enjeu terrible pour le mine. Quand on exploite, on ne vous laisse rien, c'est des trous qu'on laisse. Alors il faut être vigilant dans la manière d'encadrer l'après-mine. Parce que ce que vous exploitez aujourd'hui, vous consommez aujourd'hui, vous détruisez la nature, l'environnement. Il faut tout préparer de telle manière que les innocents, les enfants qui ne sont pas encore nés, viennent trouver des traces d'une exploitation, d'une richesse que nous, on n'a pas fabriquée dans un laboratoire, qui est une manne de Dieu, qui doit être profitable à toute personne qui naîtra au Congo. Et c'est ça la réflexion. Comme on a fait à Dubaï. Vous voyez, Dubaï maintenant, il sait que le pétrole va finir très bientôt. Il réinvestit à autre chose qui est principalement l'immobilier. Et ce n'est pas n'importe quel immobilier, c'est l'immobilier touristique. Leur plan de construction, c'est touristique. Les gens vont là-bas pas seulement pour dormir dans ces maisons ou acheter, mais c'est aussi pour voir. Ils construisent d'une manière spectaculaire, d'une manière touristique. Donc Dubaï, c'est touristique
et le recette entre là-bas. Parce que pour aller voir toute cette architecture, il faut dormir dans un hôtel. Tu ne vas pas aller voir et rentrer le même jour. En dormant dans l'hôtel, tu dois consommer la nourriture, tu vas consommer à boire, tu dois utiliser les transports, et ainsi de suite. Ce sont ces recettes-là. Aujourd'hui, la situation par rapport à l'enseignement de base continue à poser problème dans certaines provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence à Butembo, où le parent ont marché pour fustiger le comportement de certaines autorités des écoles publiques qui refusent de mettre en application cette priorité du chef de l'État en exergue. Vous, étant que député national, quelle est votre réaction d'abord par rapport à cette situation? D'emblée, ce n'était pas une mesure facile. Mais c'est déjà arrivé. Il continue toujours à ne pas être facile. c'est pas... Mais on est là. Il faut faire avec. Alors, il faut dénoncer, il faut appréhender, il faut écouter ceux qui réclament. C'est ça aussi l'état des droits. Si ils vont dans le refus, c'est que c'est dû à quelque chose. Il faut les écouter et aménager. Et je pense la guerre de mots qu'il y avait entre les cardinals et le chef de l'État avait trouvé l'issue, qui vont mettre un comité qui va réfléchir pour remédier aux défaillances de décisions gouvernementales et pourquoi pas ou de la gestion même de la scolarité de nos enfants. Aujourd'hui, la situation sécuritaire au niveau de l'Est reste toujours préoccupante. Plus de 300 ADF, FDLR Nalou, repoussés au niveau du Rwanda, d'où Rwanda a vu qu'il y avait un danger avec le rapatriement de certains citoyens rwandais. Donc, ils ont fermé leurs frontières pour éviter un peu l'engouement. Est-ce que vous avez une idée par rapport à cette situation? Non, mais l'idée, c'est tout ce qu'on a suivi, c'est tout ce que vous avez présenté à la presse. Le détail sur ces refus n'est pas connu, mais ces genres de comportements en international, c'est déjà une crise diplomatique. Parce que il y a des instances, en fait, auprès de qui que la RDC doit approcher pour poser ces problèmes. Au niveau régional, nous avons un cadre CPGL, un autre CRGL, ok, que nous devons passer par là pour qu'ils fassent exécuter ce qui est prévu par tous les traités signés. Et même au niveau des Nations Unies, il faut le porter. Maintenant, là, ça devient une force diplomatique, mais nous condamnons. Ils n'ont pas droit à refuser. Mais le fait de refuser, ça clarifie un certain nombre de comportements qu'on a fustigés dans la presse ou l'opinion de l'implication du Rwanda dans cette guerre. Et je pense qu'ils n'ont pas intérêt. Si c'était juste question de recenser, d'identifier, tant mieux, parce qu'un pays sérieux aussi ne peut pas accepter un matin d'ouvrir la barrière et voir. Maintenant, s'il faut peut-être sélectionner, je pense qu'ils sont à ce niveau-là. Parce qu'ils connaissent le risque et qu'ils sont en train de courir pour refuser que pour question de paix. Le Rwanda est en paix aujourd'hui, soi-disant. Mais tous les réfugiés doivent rentrer. C'est ça le principe. On ne peut pas retenir des réfugiés ailleurs quand chez vous, tout marche. Et c'est ça le message que le chef de l'État donne partout où il passe. Aux Congolais, revenez. On ne chasse personne, on n'arrête personne. Il faut revenir. Donc c'est la même chose aussi que le Rwanda doit se comporter. Mais s'il ne le fait pas, en tout cas, il y a des instances. On ne va pas laisser ça impuni. Donc à ce stade, la RDC doit aller au niveau international pour... Exact, si ces refus persistent. Mais moi, je pense que ce n'est pas le cas. Ils devaient examiner quand même pour identifier des individus qui viennent chez eux. Parce qu'ils sont armés. Il faut les désarmer, il faut les identifier pour voir comment les insérer. Pour laisser un peu de clôture à cette étape, vous pouvez nous donner brièvement, vous avez suivi attentivement le discours du chef de l'État, dont nous voulons que vous puissiez nous faire une petite synthèse de ces discours, parce qu'il y a beaucoup de... Bon, c'est un discours d'engagement, hein? C'est un discours de l'engagement du chef de l'État. Il tient encore à ses promesses de l'élection électorale. Il tient à cela. Et il demande que les Congolais puissent adhérer à ces plans. Et ce qui était très très bien encore que j'ai retenu, c'est le fait qu'il dit au monde entier qu'il n'y a pas de Congolais de l'Est ni de l'Ouest. Il n'y a pas de Congolais pierres, il y a d'autres Congolais de saints. Non. Il estime que main dans la main, nous devons maintenant regarder de l'avant
pour relever les défis de notre pays. Et surtout sur l'alliance la coalition qui est entre l'FCC et CASH, il a rassuré que c'était le mode le plus adapté au jour d'aujourd'hui pour la paix dans notre pays et la paix qui appelle au progrès. Donc, bref, c'est ça que je peux retenir. Et il a insisté sur la gratuité à l'enseignement et il doit tout faire pour que ça se réalise. Mais il a reconnu les faiblesses qu'il y a dans l'application de sa décision, de cette vision de la gratuité. Et pour Goma, je pense que les efforts sont mis en place. Mais la dimension militaire, il a promis que ça doit se faire. Et la dimension diplomatique, je pense, il tourne le monde, c'est pour rechercher la paix. Je pense que ça, c'est ce que j'ai retenu. Et surtout aussi, la situation des députés. Les députés, il faut qu'on redéfinisse le rôle. L'ouvrage est en écriture. Nous sommes en train d'initier le rôle d'un député. La loi est prévue, mais nous allons faire une étude comparative pour vous présenter le fonctionnement et le rôle d'un député en RDC. Parce que quand je dis ça, le chef l'a constaté, face à l'opinion, quand on va vers la population, les électeurs, ils vous disent, voilà, nous c'est l'État qui doit nous prendre en charge. Vous venez prendre du pouvoir pour aller rencontrer l'État. Donc ici, venez arranger des routes, le pont, la santé, les hôpitaux, tout ça, jusqu'à manger individuel de tout un chacun. Et prendre en charge ça, c'est des problèmes qu'il pose à la charge de l'État congolais. Mais tu sais que l'État n'est pas partout. Parce que l'absence de toutes ces choses-là, ça veut dire que l'État n'est pas là. Parce que là où il y a l'État, on va voir la route, c'est arrangé. Parce que c'est l'État qui arrange les routes. Là où il y a l'hôpital des dispensaires, ça veut dire que l'État est présent. Quand toutes ces choses sont en manque, c'est que l'État n'est pas là. Et quand toi, tu viens demander le suffrage, on te dit, voilà, on t'a vu. C'est toi l'État qu'on cherchait. Viens arranger ces histoires. Ils n'ont pas tort. Et quand on revient ici, c'est 4 400, c'est 5 000 $ qu'on a, n'est-ce pas? Mais comment faire face à tous ces problèmes? Et eux aussi disent, non, nous, on ne peut pas accéder. Les ministres, là, ils ont des policiers à côté, ils ont des gardes-corps. Pour y arriver, il y a des bureaux de ceci. C'est vous qui êtes venus. Les ministres, on ne l'a jamais vu ici. Dites-nous, c'est comment la situation du pont? Les ponts que tu dois venir arranger. Le dispensaire que toi-même tu as vu qu'il n'y en avait pas. Alors maintenant, tu regardes avec tes 5 000, tu te dis, mais on va finir comment? Il te dit, mais voilà, moi, je n'ai pas de travail, ma mère vient de mourir. Je dois l'enterrer. Enterrer, c'est encore de frais. Et ce n'est pas un individu. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. C'est des circonscriptions entières. Ce sont des territoires entiers. Pardon. Donc, il faut réfléchir. Comment charger en termes de loi de finances ou alors comment financer les actions de députés. Je vous donne un exemple. Si on est 500 députés pour des projets à la caisse de péréquation, on met de côté 500 millions en termes de 1 million de $ pour chaque député. Pas pour lui et ses enfants, qui doit justifier par la Cour de compte, qui doit vérifier. OK? Et vous présentez des projets. Dites-moi si dans chaque circonscription, dans les 1 million, chaque député initie une école, initie un dispensaire. Sur toute l'étendue, on a 140 et quelques territoires. 5 000 et quelques groupements. Donc, en une année, parce que ça c'est un budget annuel, en une année, vous pouvez palper le développement de ces pays. En une année, vous pouvez palper le développement de ces pays. Donc, voilà que c'est une réflexion, on doit continuer avec. Soit, c'est par circonscription. Non, non, il a ouvert, il a compris. C'est un ancien député. Il sait aussi, il a été, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. C'est vrai, dans la rue, on croira que le député gagne beaucoup d'argent. On a parlé de 13 000 $, même si on parlait de 13 ou de 20 000. Par rapport au travail, par rapport à l'environnement, par rapport à l'engagement, c'est difficile. Mais le problème devient seulement bizarre. C'est l'écart. Qu'il y ait équilibre. Voilà, c'est l'écart de ce qu'un député peut percevoir et peut-être un professeur de l'université. Vous voyez? Mais s'il y a cet équilibre-là,
chacun dans son camp, dans son rôle. Il n'est pas exclu de faire un budget parlementaire pour le député et dans son exercice de réaliser tant soit peu, c'est des engagements continuels en annexe du gouvernement congolais. Donc ce serait une visibilité qui va pousser vers le développement parce que l'objectif de nous tous, c'est le bien-être de notre population. Le bien-être de votre peuple. Aujourd'hui, nous tendons vers le festivité de fin de l'année. Vous faites partie d'un parti politique, donc vous êtes cadre. Cadre, je suis président, deuxième vice-président, chargé de l'implantation, stratégie et idéologie de mon parti, FIDEC, qui est dirigé par notre autorité morale, aujourd'hui vice-gouverneur, la très dynamique dame Fifi Masuka, qui a sa 3e législature, et 2 fois vice-gouverneur. Donc c'est une expérience aguerrie. Nous voulons un peu savoir quelles sont les actions que le FIDEC aujourd'hui compte mener par rapport à cette activité en termes des activités de l'organisation et nous parler aussi des bilans si possible par rapport Ah là là, nous sommes dans des tractations électorales. La session électorale passée, on ne l'a pas encore clôturée pour se lancer à la nouvelle. Ce qui a fait qu'on a même changé on a trouvé un nouveau siège sur enseignement. Et on est en train de réflexionner. Très bientôt, l'autorité morale sera là, tous les cadres et tous les membres pour le lancement et l'ouverture de la session politique de FIDEC. Donc, pour très bientôt. Non, c'est pour très bientôt. Donc, à ceux-là qui ont soif de venir adhérer, par exemple, au on continue, la permanence est là. On continue à recevoir les affiliations, les adhésions. Et maintenant, la Ligue des jeunes est en train de travailler sur la branche des étudiants qui veulent bien venir chez nous. On a créé une coordination. Ils sont là dans cette coordination. Les femmes également. Ainsi que de personnes vivant avec un handicap et les personnes de 3e âge. C'est déjà quelque chose de chez nous. Et voilà ces organes qui militent. On a un département de juristes qui traite de toute la matière, comment ça se passe dans la République, et aussi un comité de crise qui réfléchit sur des problèmes économiques qui se posent dans notre pays. Donc, c'est sur ça que nous travaillons, mais nous ne faisons pas encore de grands meetings du public ou de grandes réunions en attendant que ce siège soit fini et que l'autorité morale vienne lancer l'ouverture de l'année politique. Mais récemment, on a vu plusieurs personnes, l'engouement l'engouement est là. S'il faut mettre une caméra chaque jour là-bas, vous allez voir ce qui se passe. Quand même, les gens comprennent, ils nous font confiance de notre parti. Voilà la différence à FIDEC, c'est que... Avec les autres partis les autres, je ne sais pas, mais je pense chez nous, ce qui est bon, c'est le fait que les ambitions, vos ambitions sont bien exprimées et nous encadrons les ambitions des gens. Si vous venez pour devenir président de la République, on vous prépare et on vous encadre jusqu'à ce qu'on fera de vous président de la République. Ce n'est pas pareil ailleurs, je pense. Vous pouvez venir, on va étouffer vos ambitions. Nous, ce n'est pas le cas. Si vous êtes déterminé pour devenir gouverneur de cette ville, venez avec ces ambitions, on va encadrer cela politiquement et jusqu'au jour qu'on te rendra gouverneur de cette ville. Donc, année des actions, donc on pense que 2020, ça sera une année des actions. C'est l'année des actions gouvernementales. Mais également, c'est l'année parce que nous tous nous accrochons. C'est l'année des actions gouvernementales où on appelle le Congolais à adhérer et appuyer l'action gouvernementale. Il y a aussi le FIDEC qui a organisé ces actions. Mais nous faisons partie du pouvoir, pourquoi pas. Quel est le message particulier que vous pouvez lancer à vos téléspectateurs et aussi aux membres de FIDEC qui vous suivent au travers de cette émission en termes de la politique de notre pays? Vous savez, on ne peut pas longtemps rester observateur. On peut tout faire, on peut tout dire. Ça ne paye pas. Vous observez qui? Il faut mettre la main dans la pâte. Il faut donner le meilleur de vous-même. En ce qui nous concerne au niveau de FIDEC, nous avons encore besoin des gens.
le grand nombre, c'est ça qui fera de nous une grande force demain. C'est vrai qu'on va tout doucement, avec respect sur le terrain, des formations qui sont nées avant nous, ou qui ont l'avantage avant nous, mais nous disons, pour très peu de temps, FIDEC va bousculer dans son chemin pour atteindre les objectifs que nous visons et réaliser notre rêve de voir ce pays géré à notre manière. Mais au jour d'aujourd'hui, nous compassons un certain nombre de nos engagements pour les alliances que nous tirons parce qu'on doit faire le grand nombre. Et pour faire le grand nombre pour le pouvoir, il est nécessaire de le faire et de garder ou de rétrocéder un certain nombre de valeurs politiques que nous incarnons dans notre vision pour la cohérence de la gouvernance. La cohérence de la gouvernance, aujourd'hui la population est en train de pleurer, hein? Vous Dédé Mopassa, la population n'arrive pas à nouer les débuts du mois avec la crise financière qui sévit, hein, dans notre pays. Les festivités approchent, ils ne savent pas comment résoudre leurs problèmes, comment satisfaire leurs enfants. Et aujourd'hui, avec le gouvernement de l'alternance, on nous propose déjà un billet, même si on dit que c'est une échantillon, hein, pour montrer comment est-ce que notre pays a basculé dans l'alternance pacifique. Mais d'aucuns déjà voient un danger à venir par rapport à ce billet de 10 000 francs congolais. Votre réaction par rapport à ça? Non, moi, je ne veux pas tenter d'entrer dans la politique monétaire. C'est très spécifique. Nous avons gardé le cap avec ces francs congolais qui, au fil d'année, nous nous battons pour garder encore. Mais aujourd'hui, la situation de la population sur le terrain, vous êtes député, vous voyez comment est-ce que la population... Sinon, tout le monde démissionne. Ça dit ça, ce sont des défis, madame. Ça nous concerne nous tous. Parce que la population a besoin que vous parlez de ces genres de problèmes. Exact. Parce qu'aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes en train de prendre toutes les charges de la population pour l'inclure dans votre budget. Exact, madame. Mais il faut le dénoncer, des démocraties. Non, le dénoncer, on dénonce ce que tout le monde ne connaît pas. Je ne veux pas prendre le kilo de venir à la télévision, d'écrire les choses que tout est à côté de lui. Ce qui ne sait pas que la situation est grave. Le chef de l'État n'a pas nié. Je ne vois aucun politique de la République qui nie ça. Mais maintenant, nous devons nous mettre au travail. Sinon, vous savez ce qui peut arriver? Qu'on démissionne tous. Vous connaissez un miraculé qui a la solution à ces problèmes. Il dit quand j'entre aujourd'hui, dans les 2 semaines ici, il va donner la nourriture aux gens. Mais la population ne voit pas leur défi. La population doit savoir ce sont les défis dont leur gouvernement doit prendre en charge, en compte. Mais vous, le député, vous devez le dire. Mais on l'a dit. On l'a dit. Mais on ne vient pas le dire. Le député, son travail, ce n'est pas de faire le travail du journaliste. On a une différence, madame. Si nous passons sur vos chaînes, c'est pour éclairer. C'est pour que votre action, vous, journalistes, soit accompagnée. Parce que vous ne siégez pas avec nous à l'hémicycle. Mon micro à moi est l'hémicycle. Mon action à moi, c'est sûr. Nous sommes également là pour suivre ce que vous faites. Mon action à moi, madame, ce micro-là, vous ne parlez jamais. Quand bien même vous parlez bon français, vous connaissez tout ce que vous connaissez. Vous attendez. Mais on voit qui parle et qui ne parle pas. Vous voyez et vous allez suivre. Il y a un seul micro. Le travail du Parlement ne se fait pas autour de ces micros-là. Là, c'est en plénière. En sous-commission, vous n'êtes pas dans toutes les commissions. Le lettre que nous écrivons au ministre, des interpellations, vous n'êtes pas là, madame. C'est-à-dire, vous parlez, c'est ça votre rôle. Nous venons vous accompagner à la télé, à la radio. Mais ce n'est pas ici que les députés... J'ai vu beaucoup de gens qui ont gagné aux élections seulement parce qu'ils étaient... c'est pas moi. Comment je vais appeler ça? Ils ont fait toute leur propagande à la télévision avec des mots qui ont sorti le sentiment de la population. Mais venez maintenant là, allez voir s'ils ont arrangé même 2 mètres des routes chez eux. Non. C'est vrai que nous avons un rôle à jouer en tant que députés, représentants du peuple dans les institutions. Ça, il faut le retenir. Représentants du peuple dans les institutions. Et les journalistes, vous êtes les balobélis à la population. La nuance. Alors, parce que vous, quand vous dites aujourd'hui, comme vous le dites là,
Il n'y a rien à manger pour la population. Ils sont en train de souffrir, pas de salaire. Je vous dis exactement, maman, ça c'est connu. C'est connu de tous les responsables politiques. Mais maintenant, le défi, c'est la capacité des gens que vous avez mis en place de vous sortir, de sortir la population de cette marasme, de ces problèmes, de ces difficultés. Et on y travaille. Mais c'est bien dommage qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas fait des prévisions pour résoudre ces problèmes tant soit peu. On devait penser à ça il y a 6 mois. On devait penser à ça il y a 1 année. Mais vous êtes sans oublier dans quelles conditions notre gouvernement a été mis en place. Vous êtes sans oublier dans quelles conditions votre Parlement a été mis en place. Pour que dans 3-4 mois, on se met ensemble. Le budget 2020 venait d'être voté, n'est-ce pas? Et le budget qui est fonctionnel maintenant là, c'est un budget que votre Parlement vient de trouver. Ce n'est pas nous qui avions voté le budget qui va vous permettre de fêter. Le pays évolue avec des normes. Et nous devons suivre ces canaux-là. Et le budget qui est en place là, c'est le budget doublement Tchibala, doublement les députés qui sont sortis, et doublement le gouvernement sortant. Donc ça continue dans le cadre de la continuité de l'État. Et on a fait même la reddition du compte, où on a décrié la manière ce budget a été mis en place, exercé. Il y a des gens, en principe, il y a des gens qui doivent être interpellés pour n'entrer que dans cette étape des choses-là. Mais ce n'est pas des choses à venir crier à la télévision. C'est vrai qu'on dénonce, on fait du travail. Et au jour d'aujourd'hui, on est en difficulté par rapport à ça. Et en ce qui concerne le budget prochain, ça prend cours au 1er janvier 2020. Nous espérons que tout ce qu'on a condamné dans les gestions passées s'améliorera avec pas de nouveaux Congolais dans le sens des Congolais importés, mais de même Congolais responsables, engagés à se transformer pour servir la population. Donc pour ce gouvernement d'alternance, on espère rien pour cette année. Non, pour cette année, on se bat. On se bat parce que j'ai vu des comités de crise se créer au niveau du gouvernement autour du ministre du budget. Hein? D'abord, voilà encore un problème. Dans tout ce qui était prévu dans ce budget-là 2019, les catastrophes, des destructions des routes, des natures n'étaient pas prévues. Maintenant, il faut toucher là-dedans. Mais un gouvernement sérieux doit tout prévoir. Non, on prévoit, mais on ne prévoit pas que la route de Matadi sera coupée. Mais on ne se dit pas que quel est le budget qu'ils pouvaient mettre. Quand vous dites, par exemple, le pont de Makelele va tomber, les maisons, on prévoit que vous viendrez construire des maisons là où on vous l'a interdit, et qu'on aura telle population qui sera sans abri, il faut les soutenir. Non, il n'y a pas un budget qui va remplir ce rôle, qui va jouer ce rôle. Non. Mais au moins, il y a une rubrique de solidarité, de l'assistance sociale, de calamité. Il existe, mais la hauteur. Et tu peux faire aussi un budget de la guerre. Parce que personne ne pouvait... Non, on ne peut pas prévoir le budget de la guerre. La guerre, ça viendra d'où? Et ça sera quel montant? C'est ça les difficultés de gestion. C'est ça les difficultés. Et tu peux prévoir le budget d'Ebola. Et ça va attaquer quel côté? Les jours qu'Ebola va attaquer Kinshasa ici, je ne le souhaite même pas. Que ça parte une fois pour toutes du Congo, cet Ebola-là. Vraiment, je vous en prie. Donc, ce sont le méandre de la gestion que la population doit tolérer. Mais ce qui est grave, la population n'accepte pas de voir cette différence. D'un côté, les gens qui pleurent, ils n'ont pas à manger. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui fêtent, qui montrent comment ils sont en train de chavourer leur champagne, tout ça. Cette double vitesse, ils ne peuvent pas comprendre. Mais si c'est les gens qui ont travaillé, qui ont gagné leur argent, c'est leur droit, leur liberté. Mais si c'est les responsables comme nous là, même si on peut le faire, pas en public. Vraiment pas en public. Pourquoi? Parce que c'est déshonorant et ça diminue la capacité de savoir qu'on est là pour ce même peuple-là. Il faut qu'on puisse compatir à ce qui arrive. C'est d'une manière globale. Nous devons travailler parce que le défi est grand. Le défi est grand et les responsables sont là. Mais si vous restez dans le temps de chercher qui est responsable, le vrai, il n'apportera pas la solution. Mais si nous nous mettons au travail, nous pouvons avancer et trouver la solution. Et nous sommes arrivés à la fin. Comme me signalent les techniciens de cette émission de Démocratie, un mot pour clôturer. Juste le vœu de bonheur, de santé, d'endurance.
d'endurance à vous, les journalistes, le monde de la presse, à tous les électeurs d'Idiofa, à tous mes collègues députés et notre bureau à la tête avec Maman Mabunda et au président de la République et au chef du gouvernement et d'une manière spéciale à Honorable Aubin Minakou qui est le leader de Grand Bandebou et tous les autres partenaires politiques. Ici je cite l'honorable Fifi Masuka, son excellence, qui est notre autorité morale de FIDEC et tous les membres et cadres de FIDEC. Faites-nous confiance, bonne année, bonne année, bonne année. Rêvons de l'année 2020, de bonnes choses. Avec Dieu, tout ira. Merci. Avec Dieu, tout ira pour le mieux. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Là, jeudi, nous avons reçu sur ce plateau le député national Dédé Mopassa, qui vient d'initier une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Au cours de cette émission, il a essayé un peu de nous donner l'opportunité de cette proposition de loi qu'il a fait au niveau de l'Assemblée nationale. Il a également parlé au cours de cette émission de différents points du discours du chef de l'État et aussi d'autres points d'actualité. C'est par là, mesdames et messieurs, que je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à Jérémy, à Brandon Milalou, Jérès Malika, à Miss Somba, Tonton Ebongo, Blaise, Bijoun Djodji Bateko, à qui je dis merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis partout à travers le monde. Restez branchés en compagnie de la télé démocratique. Au revoir.